Et vous allez balayer la grâce là. Vous allez balayer, tchao. Amis sportifs, bien le bonjour. Attendez que je me positionne correctement. Et puis, on va commencer les hostilités. Parce que I got a lot of stuff to say today. Il était sorti 2 secondes. Laissez-moi changer ma cam. Voilà. J'arrive. Coucou. Bonjour. Comment ça va, les amis sportifs? J'étais déconnecté pendant un bon bout de temps là. J'étais fatigué de compter le nombre des morts, de compter les victimes du Covid, de voir les réactions bizarres. Et puis finalement aujourd'hui, enfin je ne me connecte que pour Coin Master at the end of the day. Je ne me connecte que pour Coin Master. Et puis aujourd'hui, je me suis connecté histoire de voir comment tout le monde allait. Et puis je suis tombé sur des éléments. En premier, je vais parler de l'élément le plus simple parce que c'est rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors l'élément le plus simple, c'est la vidéo l'interview de Al-Mustafa. Ben, je ne comprends pas le plaisir que peut avoir un homme à venir là, à chaque fois, sur la place publique, se vanter des relations sexuelles qu'il a pu avoir avec telle ou telle femme. Moi, je ne comprends pas. Il est qui? C'est quoi son rôle dans le pays? Il sert à quoi? Il nous apporte quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il fait les émissions publiques? C'est un homme public, c'est quoi? À chaque fois que moi j'entends parler de ce monsieur, c'est dans la négativité. Soit il est en train d'expliquer les femmes avec lesquelles il a eu des relations, soit il est en train de parler de la nudité des autres, ou bien la gaffe qu'il nous a fait la dernière fois, le 1er avril, il est en train de parler de sa propre mort. Pour le 1er avril, quelqu'un qui est posé mentalement nous dit qu'il a fait un accident, il est dans le coma à Sini, et puis en fin de soirée, il nous dit que c'est un poisson d'avril. Et puis quelqu'un comme ça, vous lui donnez encore des canaux de communication. Bon, vraiment, je ne comprends pas. Je l'ai en sainte horreur. C'est la première des choses que j'ai vues. Déjà, ça a chauffé mon cœur. Et puis, je suis tombée sur la deuxième vidéo. La jeune dame, tentative de suicide ou meurtre, ou je sais pas, son mari a essayé de la tuer. Non, c'est pas... Et puis, ça m'a fait un déclic. Ça m'a rappelé un pan de ma propre vie que je vais essayer d'expliquer ici en survolant. C'est cette expérience qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est cette expérience-là qui fait que nous autres, on s'assoit souvent et on dit pas de mariage pour nous. On capitalise totalement sur l'autonomisation de la femme, sur notre indépendance financière. On préfère travailler plutôt que de se mettre en couple. J'ai vu que beaucoup de gens étaient en train de fustiger la jeune fille. Foula, là, reste pas tranquille. J'ai vu que beaucoup de gens étaient en train de fustiger la jeune dame. On la traite de lâche, d'idiote, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle fait et tout. Mais je vais vous conter un peu, une partie, un pan de ma vie. Et puis peut-être qu'après cette vidéo, vous allez avoir des approches différentes quant à la situation, quant à ce qu'elle vit. Un peu plus jeune, j'ai été mannequin. J'ai été mannequin après la catégorie des Kadiwassa chez Étienne Marcel. Et on devait venir faire un shooting, un défilé de mode à l'Étoile du Sud en son temps. Quand nous sommes arrivés pour le shooting, il y avait
des militaires. Il y avait des corps habillés qui patrouillaient dans la zone. Et on a fait notre shooting normalement et tout. Et puis moi et quelques-unes de mes copines mannequins de l'époque, on s'est mis un peu sur le côté histoire de chiller parce qu'on était quand même à Bassam. Et il y a un gars qui passait qui vendait des noix de coco. J'ai voulu acheter ma noix de coco. Quand j'ai commandé la noix, il y a un des militaires là qui s'est approché de moi. Mais bonjour, depuis là je t'appelle là, tu n'entends pas ou bien c'est quoi tu me racontes là? Moi je le regarde de haut en bas. En son temps, je suis mannequin, je suis toute belle là, bien perchée sur mes 1m76, 60, dans mes 45 kilos, je ne me sens plus. Donc je le regarde là avec dédain, avec condescendance, histoire de dire, mais toi tu es qui? Tu parles de quoi? Donc je l'ignore. Le gars il me fait, c'est coco tu veux. C'est coco, c'est coco. Je te parle et puis tu commandes. En même temps, il sort une arme là. Dans les cocotiers. C'était comme ça que j'allais rencontrer cet homme. Il y a quelques années, j'aurais dit l'homme de ma vie, l'amour de ma vie, le père de mes enfants. Je vais dire cet homme. Je suis resté tétanisé, c'est-à-dire vendeur de coco, les copines, entre courir, les balles, les noix de coco. Je suis resté tétanisé. Et là, je l'ai écouté. Et là, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Et c'est là que ma vie allait changer pour de vrai. Beaucoup de personnes allaient me dire que depuis ce moment, j'aurais dû prendre les jambes à mon cou. Mais c'était plus fort que tout ça. Déjà, j'étais jeune. Et il y a ce petit côté-là, le petit côté risqué, le petit côté qui sort de l'ordinaire, qui attire une femme. Après, tu as tes copines qui te disent « Oh, mais c'est super, tu as vu ce qu'il a fait pour toi parce que tu n'as pas voulu le regarder. Il a détruit la cocoterie, il a fait comme si... » Tu vois, il y a toujours des gens à côté pour te, walk your minds. Voilà comment ma relation a commencé avec ce monsieur. On a tourné comme ça. Et puis, au bout de 2 ou 3 mois, on s'est revus. Nous nous sommes revus dans une boîte de nuit en zone 4. Il y a encore des témoins, il y a plein de gars que je ne vais pas citer ici pour préserver parce que c'est assez grave. Et dans la boîte en question, j'ai retrouvé des amis mannequins aussi à l'époque qui sont venus me saluer et tout. Le gars, il a changé d'attitude. Il était devenu froid. Il n'a pas apprécié que mes amis soient venus vers moi me saluer. Et en repartant ce jour-là, dans la voiture, il a conduit. Il m'a emmené là, sur la route de Bassam, là. Condamné la voiture. Et il m'a éteint une cigarette qu'il fumait. Une cigarette comme ça, là. Il me l'a éteinte, allumée, sur la joue. Mais je suis quand même resté avec cet homme-là. Après, on va rentrer dans le pourquoi, dans le comment. C'est pour vous dire que c'est trop facile de prendre le dessus des histoires et puis de penser que les femmes sont bêtes ou sont idiotes. J'en viens. Après ça, ça a été d'abus en abus. Il y avait un peu des deux. Autant il était violent, autant la minute d'après, il savait comment se racheter, me demander pardon, me faire des cadeaux. Ah, des cadeaux, il m'en faisait plein. J'avais plusieurs voitures. J'avais des biens. J'avais des salons de coiffure. J'avais des cabines téléphoniques. J'avais déjà tout. Comparativement aux jeunes de mon âge. Mais je bénéficiais d'un statut considérable à cause de l'emploi qu'il avait, que je ne vais pas mentionner ici non plus. J'avais mes copines de l'époque, des Sylvie. Il y a des gens qui ont vécu tout ça avec moi, Nadine et tout. Mes cousines. Mais le gars, quand il rentrait dans une colère folle, nous habitions au 3e étage, les habitants du plateau d'Okuy. C'est un quartier dans lequel je ne suis même plus retournée depuis lors pratiquement à cause du trauma. On habitait au 3e. Le gars, on monte là. Il ferme la porte, il jette la clé. Et puis c'est lui et moi avec Kalash. Et puis on règle nos comptes. Je travaillais, je venais d'avoir un boulot grâce à, paix à son âme, Jean-Marc Guirandou.
J'étais responsable commercial dans une société de gardiennage là-bas, au BMW, aux deux plateaux là. Mais vous parlez de quoi même? Quand il m'appelle, que je ne décroche pas, il appelle la secrétaire, Tata Merino. Si elle lui dit non, asse-toi en meeting, il appelle mon patron. Il peut appeler tous les 35 employés là pour savoir ma position. Et il fallait seulement qu'une version soit différente là. Moi, je suis morte. C'est-à-dire quand je finis ma réunion et puis on me dit, ah, il a appelé, moi je lui ai dit que tu étais en meeting, l'autre dit là-bas, ah, moi je pensais que tu étais allé en clientèle. T'as dit, je suis là comme ça et puis je tremble déjà. Si je suis enceinte, je perds les os. Tellement la peur est forte. Quand je rentre chez moi à midi, le gars est à la porte. Je n'ai pas le droit d'aller dans ma douche. Hein. Non, 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 non. Quand je rentre là, je passe au checkpoint. Je me déshabille entièrement. Quand je vous dis, je parle, hein, je me déshabille à la porte. Le gars va checker mes habits, mes dessous. Je subis un examen gynécologique là, pour être sûr que je ne l'ai pas trompé. Quand je passe le checkpoint, tant mieux. Si le jour là, j'ai eu trop d'hormones, j'ai paniqué, j'ai transpiré, là, c'est certificat médical. Les gens sont là, ils peuvent témoigner. Ceux qui sont proches de moi, c'est un pan duquel je ne parle pratiquement pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des retombées, il y a des menaces. Je continue de penser que je ne suis pas libre dans mon esprit. Tellement le service a été long et douloureux. Je me retrouvais avec des certificats, mais à n'en point finir. Bras cassés. Tout ce que moi j'ai sur le corps, comme cicatrice, front percé, bras cassés, tête cassée, fracture de la jambe. C'est le seul gars là. Mon patron à l'époque, M. Billet, me disait, mais pars de là. Mais patron même avait peur. Parce que quand il vient me chercher là, c'est son bonnie. T'as dit, c'est le cargo qui est garé, ils sont 18 et puis on me cherche. Tu parles de quoi? Il n'y avait personne pour tenir tête à ce gars-là. Il n'y avait personne. J'ai commencé à défraîchir. Mais quand je vous dis défraîchir là, mannequinat même je faisais, ça allait. J'avais eu un prix à l'époque pour aller. J'étais eu avec les Rama et autres là, j'étais une des rares qui avait eu un prix en son temps pour aller bosser pour Elite Modèle. Mais c'est blog. Tu as passé où? Tous mes amis, vous êtes là. Vous allez témoigner après. Parce que c'est vrai, je vais effacer la vidéo, mais vous êtes là. Tu viens même, tu es en train de me rendre visite là. Le gars là rentre. Si nos positions ne sont pas claires là, c'est que nous sommes en train de manigancer quelque chose. J'ai vécu une vie où moi, ma vérité là, ça se décidait à la roulette russe. C'est-à-dire, il prend le flingue, il met une balle dedans et puis on est assis. Tu me trompes. Et puis tu tires. Si c'est vide, non. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce genre d'abus. Mais par derrière, il y avait quoi? Parce que nous étions mariés. Ah oui, nous étions mariés. Par derrière, il y avait quoi? La famille même là, les gars ne sont pas prêts. Déjà, tu n'as même pas le poids d'aller le dire. On te voit aujourd'hui. Tu as une situation sociale, tu as un boulot, tu as des biens, tu as des voitures, tu t'offres des voyages, tu as tout. Tu es l'envie même de tes amis. Les gens ne savent même pas ce que tu vis. Ils ne savent pas que tous les jours, moi, on me fait un examen gynécologique pour savoir si j'ai trompé. Les gars ne savent pas que quand je rentre la nuit pour dormir, mon mari ne dort pas. Il ne dort pas. Il sait que de ma maison à mon salon, ça fait tel nombre de kilomètres. 3. Il sait que de mon salon, je vais checker mes cabines et mes ceci, ça fait 5. Jusqu'à mon bureau, ça fait 10 km. Donc, aller-retour, là, c'est 20 km. À 3 h du matin, quand je suis couché, là, Moron est en bas. Souvent, je regarde, je vois à travers le balcon, il est dans mon véhicule en train de remarquer mon kilométrage. S'il remonte là, s'il a fait 2 km de plus, ou bien il a fait 2 km de moins, mais vous rigolez. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait. Tu ne peux pas te confier. Tu ne peux pas en parler parce que les gens, ils regardent ce que tu as. On regarde ce que tu as acquis. Ceux qui mangent une fois par jour estiment que toi, tu es heureuse
d'avoir un mari, d'avoir des biens, d'être riche, d'avoir eu... Mais j'ai eu un mariage pompeux, c'était les dizaines de mariages qui est passé sur RTI, sur Top Visage. C'est pas du jeu. Tu retournes dire comment, quand les premières dames, que les femmes comme les Aïcha Koné ont été tes marraines, tu retournes comme on leur dit que toi, ton mariage, voilà, c'est qui est dedans, tu t'en vas. Qui va te laisser partir où? On va te dire, ma petite. Nous-mêmes, là, c'est comme ça on a fait. Il faut t'asseoir, il faut supporter. Donc, je suis dedans. Ça me ronge. C'est les gens là qui rendent la paix à son âme, les billets autres. Quand ça chauffait, Serge Mané, mon ami qui bossait à Showbiz, Jean-Claude, j'y s'est tapé aujourd'hui, DJ au Biblos, au Mali. C'est ceux-là qui me cachaient. Sylvie, Othélion, elle est aujourd'hui à Paris. C'est ceux-là qui me cachaient. Nadine Gueux, Dancy Koji. Mais j'étais une fille tout le temps défigurée. Comme si c'était affaire de Mike Tyson. Même mes amis, il y a un jeune que jusqu'à aujourd'hui je recherche, il s'appelait Mustapha. J'ai croisé Mustapha en boîte, mon époux était là, on a échangé 2 secondes. Je vais aux toilettes, Mustapha rentre, le gars nous suit. Voilà homme, voilà femme. Mais voilà quoi, dans sa tête là, on était venu échanger de numéros bien. Il a laissé le gars pour mort, là, dans la boîte là. La boîte est là, c'est elle toujours là. Je connais le propriétaire, le cas là, c'est elle là. Je n'ai même pas pu me renseigner sur l'état de santé de Mustapha. Parce que ça sous-entendrait déjà que j'avais autre chose pour Mustapha. Je vivais dans la peur constante. Ça n'allait plus. Des menaces. Et même quand les amis viennent te donner des conseils, ce n'est jamais des conseils salvateurs. C'est toujours pour t'enfoncer. Le gars, il payait mes propres amis, mes gars, mes gens avec qui je marche là. Il leur donnait de l'argent. Il payait pour que les gens lui donnent les infos. Du coup, quand les gars sont moisis un peu, Joe, tu es assis là, tu donnes l'info, on te donne 20 000, 30 000 en son temps. Les gars inventaient des trucs là. Ah, aujourd'hui là, avant de rentrer, ça arrêtait un peu sur le jeune des cabines là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sur elle, de façon. Il rentre le soir là, on met tabac. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été battu toute ma vie à non point fini, jusqu'à ce que j'ai mon fils. Dans toute cette histoire, je suis tombée enceinte. Je suis de celles qui n'ont aucun symptôme. Je ne grossis pas, je n'ai pas de nausée, je n'ai rien. Bon, je me sens un peu fiévreuse un jour là, je fais examen, on dit tu es enceinte de 4 mois. J'ai parti où? Avec 4 mois. J'ai pensé à tout, tellement j'étais déjà en train de planifier mon départ. Mais bon, l'enfant n'avait rien à voir là-dedans. Et je me disais que peut-être que la venue de l'enfant là allait l'attendrir. Beauté même de grossesse là. Beauté de grossesse là. Ils sont là. Les radicaux, ils peuvent témoigner. Beauté de grossesse ça là. Jusqu'à ce que je me suis retrouvée dans ma belle famille pour accoucher. Là-bas là même, je vous épargne ce que j'ai vécu. Moi, je faisais 3-4 jours. Je suis là. Nourrice, il vient d'accoucher là. Il ne me lave pas. On dit non, je suis la nourrice, il ne lave pas. Mon enfant, je le voyais une fois chaque 2 jours. Il était dans la main de mes beaux-parents. Il était couché là. Épisio, tout ce que vous pouvez imaginer de traumatisme là. J'ai eu ça pour avoir mon fils là. Donc je suis couché. Je ne peux pas faire quelque chose. Chaque 3-4 jours, quand j'ai la chance, on me laissait aller me laver. Chaque 3-4 jours, quand j'ai la chance que je voyais mon enfant, c'était ça. Le lait maternel là même, on n'en parle pas. Pour donner à mon enfant là, c'était comme si, c'est-à-dire, je suis assis, c'est cours familial, on est 18 comme ça, et puis c'est plat. Jusqu'à ce que ma cousine vienne me rendre visite de Dalois. Elle m'avait amené un sac, igname, graines, tant, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce jour-là que ma belle famille aussi m'a chassé. Pour une affaire d'incompréhension. Pour une affaire de pourquoi ma copine est venue, elle est rentrée dans la chambre alors que ma belle... Mais une histoire a dormi debout. Me voilà dehors avec 3 000 francs. Ma copine, nos sacs d'igname là, et mon bébé de 3 jours. Moi, j'ai pris mon fils, j'ai pris un appartement, je crois une chambre salon, je suis allé habiter là-bas. C'est une voisine. La dame là, souvent...
souvent je pense à elle parce que j'ai pas eu le temps de lui dire merci. Vous savez, les familles musulmanes, on est élevé d'une certaine façon, on est conditionné d'une certaine façon. Le fait que je sois parti, ou du moins j'ai été chassé de la sorte, bloquait d'une certaine manière mes parents me venir en aide. Surtout qu'ils étaient contre. J'avais peut-être 21 ans. Et j'avais un bébé dans la main. J'avais jamais vu de bébé auparavant. Je n'avais jamais touché. Bébé même comme ça. C'est-à-dire, l'enfant là est là, je suis là, on se regarde comme ça. Et la dame, elle a entendu les pleurs. Et donc un jour, elle est venue taper à la porte. J'ai craqué. C'est elle là qui s'est occupée de l'enfant, couper cordon, laver. J'ai tout ça en image. C'est tellement fort. Et après ça, maman, elle a bravé l'interdiction du vieux. Elle lui a dit, oui, c'est vrai, la petite, elle ne nous a pas écouté. Elle en a fait à sa tête, elle s'est cachée, ils se sont mariés, tous les John Shine, tout le monde a parlé dedans. Mais ça reste notre enfant. C'est là que ma mère est revenue dans ma vie. Ensuite, mon père m'aidait progressivement à ressortir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retombée dedans. Avec les excuses, avec les cadeaux, avec le fait que l'enfant même était sa copie cachée. Il y avait toutes sortes de leviers de chantage possibles. Et je suis retournée avec lui. Ah là, le supplice a été terrible. Le supplice a été terrible. Moi, j'ai vécu des choses. Je me suis retrouvée menottée. Je pouvais rester menottée 24 heures, 48 heures. J'avais une ceinture là. La ceinture de la punition. Là, il y avait une grenade dessus. Tout ce que je savais, c'est que si je faisais un mouvement brusque, you know, je pouvais blow up. Mais je n'en pouvais plus. Je ne savais plus que faire. Je n'avais plus rien. Et j'ai pensé au pire. J'ai fait une tentative de suicide. Je ne sais plus comment ils m'ont retrouvé, je ne sais plus. Mais ce que j'ai subi après cette tentative de suicide, ça a été pire que ce que j'avais déjà vécu toutes ces années-là. Parce qu'arrivé à l'hôpital, le médecin a décidé de me faire le lavage là, yeux ouverts, pour que je sente la douleur. Les mots de mes parents, mes amis, les jugements, la honte qu'il y avait à ne pas pouvoir être capable d'assumer cette fille qui ne sortait plus du quartier parce que j'étais connue comme la battue, la suicidée et tout. Et finalement, j'étais là un matin et j'ai eu un déclic. Il était impératif que je parte. Parce que hormis ce que je subissais, il y avait la profession de l'individu, il y avait beaucoup de choses que je savais, il y avait beaucoup d'informations et j'étais une menace. Même quand lui ne pouvait pas que je parlais, ses collègues et amis de l'époque avaient tendance à lui dire devant moi, ta femme là, si tu ne maîtrises pas sa bouche à nous, on la gérer ici. Mais plein de choses. Un matin, je me suis levée. Je suis allée à l'ambassade de l'Angleterre. Je travaillais, j'avais des affaires, j'ai rempli les conditions. J'ai obtenu un visa. Et ce sac, je l'ai encore. Je suis allée en Angleterre avec un sac à main. Je pensais avoir laissé mon enfant en sécurité, en famille. Mais c'est bloc. À peine j'atterrissais que toute ma famille avait été ligotée, bastonnée. Et c'est comme ça qu'on m'a pris mon petit. Ça a été vraiment difficile. Je me suis retrouvée d'avoir une vie, un boulot, des employés, des biens, à un pays étrange, froid,
où je ne connaissais personne et sans mon enfant. Quand je partais, mon fils, il avait 1 an, 8 mois. Faites le calcul. J'ai fait un peu plus de 16 ans en Angleterre avant de rentrer. Donc j'ai fait plus de 16 ans avant de voir mon fils. Il était l'objet des plus grands chantages. Quand ça n'allait pas souvent, il y avait des scènes, il y avait des scènes, il y avait des scènes. Je revois mon fils là. À l'époque, il y avait Skype. Voilà, le fils, voilà, l'âme. Pour que je rentre, c'était compliqué. Jusqu'à l'ambassade, j'étais soi-disant recherché. Mais le plus dur, c'était derrière moi. Mes parents, mes amis, tous ceux qui me connaissaient, c'est qu'ils ont dû raconter pour justifier mon départ. Ils ont dit aux gens que j'avais volé. Ils ont dit aux gens que j'avais détourné de l'argent. Ils ont dit à certaines personnes que j'avais trompé. On m'a diabolisé de toutes les façons parce qu'il était trop macho pour accepter que je me sois réveillé et que je sois parti. J'ai survécu pendant 1 année parce que ma grande sœur y était et ce monsieur en qui je serai éternellement reconnaissante, monsieur Billet, qui a été mon premier patron, il a continué de me payer mon salaire sur au moins, je ne sais même pas, 1 année. Le temps que je m'insère. Depuis cette période, je n'ai connu la paix qu'en 2012. Quand on dit paix, bon, pseudo-paix, ce dernier-là s'est fait arrêter, finalement. Il était en prison, condamné pour une 20aine d'années, un truc comme ça. C'est comme ça que j'ai pris la foi, que j'ai cherché à faire mes papiers, que j'ai préparé mon conteneur et tout. Parce que je pouvais rentrer librement maintenant chez moi. Ça a été le cas. Même jusqu'à où je vous parle, je subis encore des menaces. Les gens pensent qu'il suffit que le bourreau soit mis en prison. Non, tu es conditionné. Il y a des gens qui vont dans le même sens que ton bourreau. Il y a des gens qui te font comprendre que ce que lui n'a pas pu te faire là, eux ils vont te faire ça. Il y a le poids du secret, c'est comme une omerta. Après tu développes un peu le syndrome de Stockholm, tu es dépendante de ton bourreau. J'étais là-bas et il fallait que je me justifie toujours. Il fallait que j'explique aux gens que je n'ai vidé le compte de personne. Il fallait à chaque fois que je rentre dans les détails, qu'on me traite de mère indigne. On me disait que je suis une mère indigne qui a abandonné son enfant pour partir. Personne ne comprenait les contours. Les gens m'ont jugé comme ça pendant des années. En fin de compte, j'ai fermé le tout. J'ai emmagasiné tout ça. Je me suis dit, je ne me justifie plus. Que chacun pense ce qu'il a à penser. Je me disais aussi que le sang ne se perd pas. Un petit garçon, il allait toujours finir par chercher sa maman. Aujourd'hui, il me pose des questions, mais je ne peux pas lui répondre. Je ne sais pas comment lui expliquer certaines choses que j'ai vécues, qu'il a vécues. Parce que malgré tout, je n'étais pas là. Son père s'en est occupé. Je ne veux pas lui dire des choses qui vont le révolter, qui vont le rendre amer vis-à-vis de son père. Je continue. C'est un combat perpétuel. Au sorti de là, j'ai obtenu mon divorce à distance, séparation de corps et tout. Et j'ai pris la résolution ainsi de ne plus jamais me marier. Plus jamais je ne rentrerai dans le mariage, vu l'expérience que j'avais vécue. J'ai décidé qu'on ne me choisirait pas, qu'un homme ne me choisirait pas. Bon, toi, viens. Non. J'ai décidé qu'avec de l'argent, un homme ne me maîtriserait plus. Parce que c'était ça, avec mon ex-époux, j'avais tout. J'avais
tout et bien au-delà. Quand je vous dis tout, je nageais dans les liasses. Ça a été une faiblesse pour moi. Plus jamais aucun homme ne mourrait avec son argent. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis dur avec un homme qui vient me draguer avec une grosse voiture, avec des billets de banque, parce que ça me ramène à ça. J'ai décidé que j'allais être une personne indépendante, que je n'allais plus me laisser malmener, que j'allais travailler, que j'allais m'affirmer. C'est là qu'est né ce costume que je porte, ce costume drôle. J'ai décidé de canaliser tout ça et de transformer ça en gaieté. J'essaie de partager de la joie. Je suis extrêmement, mais extrêmement sensible. Mais j'ai décidé de ne pas le montrer. Quand on me voit, automatiquement, on sent qu'on a affaire à un caïd. Oui, je suis un caïd. Je reviens même de loin. Et ça, j'en ai parlé peut-être 3 ou 4 fois en 20 ans. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une amie, Traoré Bintou Mariam, qui a lancé le hashtag en question là. Il était même question que je fasse une interview, mais elle pourra peut-être témoigner. La peur, t'as dit quand on en a parlé, que j'ai pensé, elle m'a dit non, on va faire ça à visage masqué, on va flouter ta voix. Mais j'en ai perdu le sommeil en même temps, j'ai appelé Reine, je dis où? J'ai fui la fille. Elle m'a appelé, elle m'a cherché pour des interviews. Je reste loin, je regarde tout ce qu'elle fait parce qu'elle symbolise tout ce que je n'ai pas pu faire. Elle symbolise tout ce que je pense que je n'ose pas sortir. Parce que vous, là, la société, vous êtes complices de ça. Combien d'entre vous, vous me voyez dans la rue ici, là? Aïe, toi tu es lesbienne ou bien? C'est qui ton gars? Mais tu n'es pas marié. Ah, tu prends des larges, hein? Tes enfants là, t'as pas peur. Est-ce que vous savez le vécu des gens? Quand on s'assoit souvent et qu'on dit vaut mieux être seul que mal accompagné ou on ne se marie pas, vous vous dites, vous faites des statuts, vous dites que c'est parce que nous sommes des femmes incapables, vous dites que nous sommes des menteuses et que dans le fond on souffre de ne pas être marié, de ne pas avoir d'homme. Mais vous ne savez pas ce qu'on a vécu. La dame qu'aujourd'hui vous êtes en train d'insulter partout là, vous savez ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Vous savez le degré des menaces. Vous savez. Quelque chose, nous tous, on a vu, on a entendu, on a vu la vidéo, on a vu la chute. Allez regarder sa vidéo de ce matin. Elle a sa robe. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Elle n'a pas de séquelles. Elle a juste le truc de son sérum là. Et puis elle est en train de vous dire de laisser le monsieur. Est-ce que vous connaissez le Rambak? Est-ce que vous connaissez le jeu, le poids psychologique que ces gens-là appliquent? Est-ce que vous connaissez et puis vous parlez de ça? Vous jugez, vous parlez, vous jugez vos amis. Elle est belle, elle a tout, elle est fille, elle n'est pas mariée, c'est qu'elle a mauvais caractère. C'est vous qui savez. Vous connaissez le vécu des gens. Vous savez à cause de vos bouches, de vos jugements, combien de nos sœurs sont dans des relations abusives. Et puis on est dedans à cause du camp dira-t-on, à cause de vous autres. On est obligé de mettre le manteau en question. Le manteau du contrôle, le manteau de l'adjacence pour montrer que ça va. Alors qu'on est en train de mourir à petit feu. À un moment donné, il y a des sujets qu'il faut traiter avec beaucoup de calme. Avec beaucoup d'empathie. Il faut apprendre à se mettre à la place des autres. Il faut apprendre à connaître les motivations des autres. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas ethnique, ce n'est pas religieux, ce n'est pas traditionnel, c'est humain. On a ça ou on n'a pas. Quand tu es face à une situation, quand tu as quelqu'un qui est face à une situation, pardon, Atia, juge pas, tais-toi, parce que tu ne sais pas. Vous vous contentez de regarder le bling, vous regardez le beau côté là. Quand on regarde mes photos, qu'on me voit ici dans les côtes, vous pouvez savoir que ma jambe là a été cassée 3 fois. Vous pouvez savoir que de toute façon elle s'est jetée là. C'est comme ça que j'ai été jetée. Vous savez?
que ma tête a été percée. Vous savez que j'ai pris balle. Vous savez. Vous savez pas. Mais vous êtes assis, vous jugez. Il y a beaucoup même, tu les énerves pour ne rien. Ils ne savent pas ton parcours. Ils ne savent pas ta douleur. Jusqu'à aujourd'hui, 22 ans après, j'ai encore les séquelles. Et ça ne me quittera jamais. Ce n'est pas affaire de psychologue ou quoi. J'ai été chez les Blancs, j'ai fait tout ça. Je souffre de toutes sortes de troubles. Les sueurs froides, les insomnies, la peur, les angoisses. J'ai été sous antidépresseur. Mais est-ce que vous savez même ce qu'on vit derrière les portes là? On choisit juste de vous montrer le côté positif parce qu'on n'a pas envie de véhiculer nos souffrances, nos haines. Entre mes enfants là, il y a 10 ans, quelle personne normale attendrait 10 ans pour faire ses enfants? Ça m'a pris 10 ans au moins pour penser au fait que je ne dois pas être égoïste, laisser un seul fils, mourir peut-être un jour sans avoir eu cette chance-là. 10 ans avant de faire mon deuxième enfant. Donc mon fils et ma fille, ils n'ont presque rien en commun à cause de l'âge, de âge gap. Je le veux encore. Je veux faire des enfants. J'aspire à tout ce qui est normal. Mais vous allez me juger de ne pas vouloir me marier. Vous allez venir me dire, tous les hommes ne sont pas pareils. Vous allez venir me dire, mais c'est un choix, diantre. Les femmes sont libres de faire des choix. Si vos religions, votre manière d'avoir grandi, votre éducation vous oblige, vous montre que le mariage, c'est un statut, allez-y, mais souffrez que nous autres, on ne soit pas mariés. J'ai travaillé ici, dans un hôtel à Bassam, qui s'appelait Afrique-Londres Hotel. Et vous savez quoi? Quand le DRH m'a pris pour le boulot, il fallait faire mes cartes de visite. Pour mes cartes de visite, le gars, il est venu me voir, il m'a dit clairement, je suis en train de voir si je peux trouver la carte de visite. Il est venu me dire clairement, madame, vous êtes directrice d'hôtel. On ne peut pas vous présenter aux gens comme mademoiselle. Vous avez entendu? Ils n'ont pas regardé ma capacité. Ils n'ont pas regardé mon boulot. Ils n'ont plus pensé à mes diplômes, je ne trouve pas. Le truc, je ne pouvais pas être directrice d'hôtel et puis être mademoiselle. Donc, on a trouvé une parade. Sur mes cartes de visite, on a mis Miss, you know, just to confuse people. Et c'est toujours le cas. On est obligé de prétendre. Il y en a même qui vont jusqu'à s'acheter des alliances. On voit ça chaque Saint-Valentin ici. Combien de femmes sont obligées de venir se comporter de sorte à vous faire plaisir? Parce que vous voulez qu'on soit des... Mais, j'ai dit, c'est un choix. Il y a quoi? J'ai un fils, j'ai une fille, dont j'ai deux. Il y a les deux sexes. J'ai connu le mariage. Et puis aujourd'hui, j'ai dit, je ne fais plus. Parce qu'on a failli me tuer dedans. J'ai dit, je ne veux plus tenter. Que je ne donnerai plus la chance à quelqu'un de me piétiner. Vous jugez ça encore. Il y a quoi? La pauvre dame là, vous ne devez pas vous décourager. Vous devez chercher. Si moi, on m'avait parlé, si j'avais eu un réseau, je n'allais pas être en train de trimballer cette douleur-là à ce jour. Allez vers elle. Au lieu de venir faire des vidéos ici, on est découragé. Vraiment, on n'a pas dormi toute la nuit. La go, c'est fini là. C'est sa vie qui est partie en couille. Hein? Moi, j'ai 22 ans de souffrance. C'est pour elle qui commence comme ça. Allez la rencontrer, parlez-lui. Rendez témoignage, expliquez-lui. Elle va vous dire la vérité. Et puis s'il doit payer, il va payer. Autrement, il y a la justice. Elle est divine aussi. Voilà, c'était ça. Il fallait que ça sorte. Je sais aussi que j'ai plus assez de batterie. Je vais voir si je peux voir vos commentaires rapidement, en parler et puis... peut-être laisser la vidéo quelque temps, comme je fais toujours, mes vidéos disparaître après. Mais il fallait que je vous parle de ce pan-là. Arrêtez de regarder les apparences, arrêtez de juger. Respectez les choix de vos amis. Surtout ceux qui sont proches de vous. Les gens, ils savent ce qu'ils font. Les gens sont conscients de leur vie. Ils sont conscients de tout ce que vous dites là. Ils connaissent la société. Ils connaissent Dieu. Ils connaissent les parents. Ils connaissent le jugement. On connaît tout ça. Et puis, on fait des choix. Laissez-nous vivre heureux. Laissez-nous vivre en paix. Quand
Quant à moi, je vais continuer mon combat avec mon bourreau. Je suis au stade où il y a des demandes de rançon. Je suis au stade où mon existence est menacée. Vous n'allez pas croire. Je vis seul. Mais mes proches vous diront la superficie de la maison dans laquelle je vis. Les barreaux qu'il y a chez moi. Vous pensez que j'ai 5 chiens parce que je veux? Je veux. J'ai 5 chiens. Je veux. Pourquoi j'ai des chiens? Pourquoi j'ai des barreaux? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi personne n'a accès à ma maison? Pourquoi je suis sélective? Pourquoi je ne vais pas à vos rendez-vous? Pourquoi je ne vous suis pas en boîte? Pourquoi je ne vous réponds pas sur Messenger? Souffrez. Souffrez que je fasse ce choix de vie. Et puis taisez-vous. Regardez les situations des gens. Passez votre route. Si vous ne pouvez pas apporter quelque chose, passez votre route. Je vais charger mon téléphone et puis peut-être que je vais revenir. Parce qu'il faut que... Il faut qu'on arrête tout ça. Cette dame, je crois que je vais me décider à publier sa photo. Parce que tout ce que j'ai d'elle, cette étrangère qui s'est occupée de ma chair, c'est ça, c'est une photo. En son temps, j'avais un appareil pas possible là. Et... je m'amusais à prendre des photos. Je sais que je dois avoir la dame là quelque part pour attester de ce que je suis en train de dire. C'est dommage, il y a tellement de choses, mais je ne peux pas vous montrer. Parce que comme je dis là, jusqu'à aujourd'hui, je vais voir si je trouve ça. Vous allez voir ce dont je suis en train de parler. Vous pensez que c'est de l'amusement. Venir se mettre là sur les réseaux sociaux et vos passes de 200 francs là, à critiquer, raconter n'importe quoi. Vous poussez les gens à faire des bêtises, à commettre des erreurs encore plus graves que les autres. Voilà. Attends, il faut que je trouve un moyen. Il faut que je trouve un moyen de vous montrer ça. Je vais trouver un moyen de vous montrer ça tout de suite là. Parce que vous emmerdez les gens. La voici. Voici la dame, la parfaite inconnue qui m'entendait pleurer la nuit et qui venait s'occuper de mon fils. Voilà. La parfaite inconnue. Ça, c'est moi, le jour de mon accouchement. Voilà le petit. Voilà. Ça là, il avait 1 an. Ce jour-là même, on m'a frappé aussi. Parce que j'avais fait... On m'a botté correctement. La dame qui est dans le fond là, la voisine, je sais qu'avec les réseaux sociaux, tu dois forcément être connecté. Tu dois connaître ce pan de ma vie là. Voilà. Voilà ça. Voilà la dame en question. Je vous dis, une dame qui m'a entendu pleurer, qui est venue s'occuper d'un enfant qui avait 3 ou 4 jours. Donc de grâce, arrêtez de juger, de parler de la vie des gens. Arrêtez de nous obliger à faire des choses qui vont nous rattraper. C'est bon. Amis sportifs, c'était ça.